Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 13 avril. D'importantes coupures dans les programmes d'habitation, le mois de l'autisme, un symposium en finances personnelles et vulnérabilité face aux crises, l'intelligence artificielle dans les entreprises, le tournoi des étoiles gaspésiennes. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec le préfet de la MRC de Bonaventure, M. Éric Dubé, qui nous renseigne sur les différentes coupures dans les programmes en habitation. Le gouvernement du Québec a coupé complètement le programme Réno-Région. Ça s'adressait à qui? Dans le fond, c'est un programme qui venait permettre à les plus démunis de notre milieu qui avaient des travaux, qui étaient propriétaires, qui avaient des travaux majeurs à faire sur leur résidence, comme remplacer une toiture, la fenestration, l'isolation, le chauffage, des choses de même, mais qui n'avaient pas les moyens. Parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts de rénovation, bien, tu sais, c'est pas évident pour quelqu'un qui est quand même propriétaire, parce que ça peut faire longtemps, 30, 40 ans qu'ils ont leur maison, mais qui sont à faible revenu, puis qu'ils ont 25 30 000 $ à mettre sur leur maison, puis qu'ils n'ont pas les moyens. Fait que ça, c'est un programme qui venait aider ces gens-là. Puis, bon an, mal an, la MRC de Bonaventure, c'était entre 300 et 400 000 $ qu'on avait par année pour soutenir, justement, les gens qui en avaient besoin le plus à rester dans leur maison. Puis ça, bien, on l'a pas vu venir, pas pantoute. Puis, comme je dis, c'est que dans le budget, bien souvent, on a des attentes de voir, on aimerait voir de quelque chose apparaître. Mais là, ça a disparu, puis ça a pris 2-3 jours avant qu'on s'en aperçoive. Puis que quand ça a tombé, bien là, ça a été vraiment un onde de choc pour l'ensemble des milieux. Parce que, surtout en Gaspésie, on sait que notre taux de gens propriétaires, contrairement au reste du Québec, nous autres, les gens ici sont beaucoup propriétaires. On a moins de logements. Je pense que le taux de propriétaire est de 76 75 %. Puis au Québec, mais c'est l'inverse. Il y a 75 % des gens qui restent dans des loyers. Fait que si on veut maintenir nos gens à rester chez eux, bien, c'est un programme qui pouvait aider, donner une subvention jusqu'à 25 000 $. Puis en moyenne, nous, c'était 18 000 qu'on donnait par projet pour permettre aux gens de faire des travaux majeurs sur leur résidence. Est-ce qu'il y a d'autres programmes en habitation qui étaient suspendus aussi? Un des programmes qui a été suspendu, c'est le PAD, c'est le programme d'adaptation. Là, j'ai pas les choses, c'est que ça permettait aux gens qu'on soit qui nécessitaient mobilité réduite ou des handicaps. Fait qu'on comprend qu'adapter des salles de bain avec des bords pour pas que les gens tombent, de faire des rampes pour que les gens puissent rentrer à mobilité réduite. Bien, ça, c'est un programme que bien souvent, c'était des 2-3 000 $ qui étaient donnés à des citoyens. Puis ça, bien là, le programme a été suspendu. On n'a pas encore compris ce que ça voulait dire, la suspension. C'est-il pour un an, puis ça va revenir. Là, on attend encore aussi des réponses, mais c'était quand même pas des gros montants sur le budget du Québec. Moi, j'appelle ça des économies de bout de chandelle. Est-ce que les préfets de la Gaspésie ont fait des démarches auprès du gouvernement? Oui, bien, on a adopté une résolution comme l'ensemble des municipalités. Moi, la Ville, on l'a adoptée lundi. Nous, on vient de l'adopter ici ce soir, mercredi. La table des préfets, on en a adopté une aussi. On a une rencontre vendredi. Ça va être à l'ordre du jour. C'est sûr que nous, on a demandé au gouvernement de réévaluer sa position, puis en justifiant pourquoi. À partir de là, bien là, c'est sûr, la balle est dans le camp des élus provinciaux. Merci beaucoup. Bienvenue. En avril, c'est le mois de l'autisme. Donc, nous avons saisi l'occasion afin de rencontrer le directeur général de l'organisme de l'autisme de l'Est du Québec, M. Simon Dufresne. Pouvez-vous me présenter à votre organisme l'autisme de l'Est du Québec? Bien, Autisme de l'Est du Québec, c'est un organisme à but non lucratif communautaire, donc qui a pour mission d'œuvrer à l'inclusion puis l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et de leurs proches. Donc, on offre des services au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Et on a à la fois, on fait de l'intervention individuelle, de l'accueil, de l'information. On supporte les familles, souvent à distance, on ne le cachera pas. On a un bureau à Bonaventure quand même où on peut recevoir des personnes. On fait aussi du répit, on fait des activités de groupe. On fait de la sensibilisation, on offre des ateliers. Et donc, c'est un peu ça, on dirait, l'environnement d'autisme de l'Est du Québec.
pourquoi que dorénavant, on dit le spectre de l'autisme? Ben, vous savez, un spectre, c'est un peu comme un éventail, donc il y a plusieurs couleurs. Donc, une personne autiste, dans le fond, on s'est souvent raccroché à Rain Man ou type d'autisme qui est reconnaissable ou qu'on peut voir, qui faisait partie un peu de l'imaginaire. Parce qu'un autiste, ça peut être quelqu'un de non-verbal, qui peut même être associé à une déficience intellectuelle, comme ça peut être quelqu'un, on dit de Asperger, là, donc qui fonctionne en général assez bien dans la société, mais qui fait beaucoup de masquage, puis qui travaille très, très fort, justement pour combler des déficits qu'il y a au niveau de hypersensibilité au bruit, à la lumière, au toucher, etc. Donc, c'est un spectre. Donc, il y a autant d'autistes que de personnes autistes. On aide beaucoup aussi des personnes qui se questionnent au niveau est-ce que je suis autiste, diagnostic, comment ça marche avoir un diagnostic. Et on a aussi du répit individuel qu'on offre dans Bonaventure et une partie de la MRC d'Avignon jusqu'à Nouvelle, où ben c'est ça, on a un intervenant, un éducateur spécialisé formé, spécialisé en autisme qui offre du répit aux familles, donc il va aller chercher la personne autiste qui soit un enfant, un jeune adulte, on a même des gens jusqu'à 40 ans. Et souvent, ça va se passer à l'extérieur du domicile. Notre intervenant va faire des activités. L'hiver, ça peut être jouer au hockey, aller patiner, tout ça pendant 4 heures, des répits courte durée. Ou l'été, il a même fait des descentes de rivière à la plage, etc. Donc, ça permet à la fois à la personne autiste de faire des activités qui lui plaisent. C'est ça qui est important. Donc, c'est un loisir. Mais surtout pour les proches aidants, ça leur donne du répit, justement, changer d'air, être capable de recharger les batteries. Parce que c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle la prévention. Donc, on prévient des épuisements parce qu'ils sont déjà quand même pas mal fatigués, les proches aidants. Mais donc, ça aide à donner l'énergie, le boost pour les proches aidants de continuer à accompagner la personne autiste qui est dans leur entourage. Comment les coupures budgétaires du gouvernement ont affecté votre organisme? On a eu une très mauvaise nouvelle en février. Dans le fond, nous, notre service de répit qui existe depuis 1 an et demi dans la baie des Chaleurs, service de répit individuel, ben, en fait, il était financé 90% par l'appui proche aidant. L'appui qui elle-même est financé par Santé Services sociaux Québec. Et on devait renouveler notre financement pour 3 ans à partir du mois d'avril de cette année, 2025. Et malheureusement, à cause de certaines coupures qui ont eu lieu au niveau du gouvernement à l'appui, notre projet n'a pas été renouvelé, donc on a un déficit d'autour de plus de 85 000 $. Donc, on n'a plus de financement pour notre projet de répit, alors qu'on a, je dirais, une quinzaine de familles à lesquelles on offre des services et qui sont souvent au bout du rouleau, on est leur seule ressource au bout de la ligne de tous les services qu'ils ont essayé d'avoir et qui n'ont pas obtenu. Et ben, c'est assez dramatique. C'est assez dramatique. Donc là, je pars avec mon bâton de pèlerin pour essayer de trouver des sous ailleurs. Et en même temps, ben, je profite du micro pour inviter les gens qui souhaitent nous faire des dons sur notre site internet, autismedelest.org. Ben, ces dons-là vont aller directement au service de répit et ça aide vraiment des familles. Puis s'il y a des bailleurs de fonds ou des mécènes qui ont beaucoup de sous qui souhaitent nous aider, ben, je vous invite à le faire aussi. Mais c'est quand même dramatique, mais je veux dire quand même aux gens que le service est maintenu jusqu'au 31 décembre, mais au lieu de 35 heures, c'est 30 heures. C'est le conseil d'administration d'Autisme de l'Est avec ses faibles revenus qui va le soutenir un petit bout de temps. Donc, le service de répit, le temps qu'on trouve d'autres sous ailleurs. On espère trouver des sommes ailleurs pour permettre de maintenir notre service de répit. Le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. C'est quoi le thème cette année? C'est le respect de la diversité autistique, ça nous allume. Donc, ce qu'on veut faire cette année, en plus de la sensibilisation, on veut aussi, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'incompréhension, même après 41 ans de mois de l'autisme, on fait de la sensibilisation, il existe encore beaucoup d'incompréhension dans la population générale au niveau des personnes autistes. Donc, ça peut être d'exclusion, ça peut être de la stigmatisation, du jugement, etc. Puis l'idée, c'est qu'en s'associant avec la Fédération québécoise de l'autisme, on a comme 2 campagnes qui roulent sur nos réseaux sociaux, principalement sur notre Facebook, et avec les partenaires, sur lesquels on met l'accent sur des particularités, apprendre à connaître des particularités des personnes autistes, mais ne pas juger tout de suite, essayer de comprendre avant. Donc, que ce soit une personne autiste que vous rencontrez qui ne veut pas vous serrer la main, ben, au début, vous ne savez pas que c'est une personne autiste, c'est pas écrit dans son visage. Mais au lieu de juger tout de suite, ben, elle est froide, elle veut pas, peut-être poser des questions, puis peut-être avoir le réflexe de dire « Ah, il y a peut-être quelque chose, une particularité qui fait qu'elle ne peut pas me serrer la main, parce que justement, c'est une hypersensibilité corporelle. » Ou une personne qui a des écouteurs toujours sur les oreilles, partout,
puis qui, ça semble être impoli, mais à la limite, si on irait lui poser la question aussi, on s'auto-questionnerait, c'est peut-être une personne autiste, au lieu de porter des jugements rapidement. Donc, on a une campagne là-dessus qui est en 2 volets. Ça, c'est avec la Fédération québécoise de l'autisme. On a aussi, dans notre programme cette année, une série de conférences Zoom de personnes autistes qui vont partager leur vécu, puis les gens vont être invités, les participants, à discuter avec eux autres. Donc, c'est pour créer les liens entre les neurotypiques et les neuroatypiques, donc les personnes non autistes et les personnes autistes. Donc, c'est aussi l'inscription sur notre page Facebook. C'est vraiment intéressant si vous voulez en apprendre plus sur l'autisme et les réalités autistiques. Et dans la baie des Chaleurs, ben, notre intervenant, lui, va faire quelque chose de particulier avec chaque famille qui est suivie en répit. C'est comme ça qu'on va le faire. Donc, il va y avoir des activités surprises, mais ça va être limité cette année à ces personnes-là. Mais en même temps, on offre plein d'activités en ligne à cause premièrement, c'est plus facile de participer souvent. Puis le territoire étant énorme, ben, c'est difficile de faire dans chaque MRC une activité. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'accès aux services, que ce soit des enfants d'âge scolaire. Souvent, les ressources ne sont pas disponibles, même s'ils devraient l'être à l'école. Donc, on a beaucoup de cas de personnes, d'enfants autistes qui sont exclus temporairement de l'école parce que on n'a pas les ressources ou qui ont une désorganisation, une crise autistique entre guillemets, parce que les services sont pas adaptés à l'école, le milieu, l'environnement, et ce qui fait qu'on peut suspendre des personnes, des enfants. Et là, les parents se retrouvent avec les enfants à la maison. Donc, ces parents-là, ils travaillent, donc ils doivent prendre des congés. Ce qui arrive qu'à un moment donné, il y en a même qui perdent leur emploi parce qu'ils ont trop pris de congés. Et donc, ça, on a de plus en plus d'éléments comme ça. L'accès aux services aussi, santé, services sociaux, ben, c'est un peu comme tous les types de handicap, c'est vraiment difficile. Il y a aussi une personne autiste dépendant de son niveau d'autisme, parce que je parlais tantôt qu'il y avait un spectre qui est différent. Ben, c'est quand même exigeant pour les parents. Il faut toujours s'adapter. Il faut toujours se battre aussi pour obtenir des services. Donc, c'est pour ça que le répit est bien important pour donner de l'air aux familles. Récemment, ce fut le symposium en finances personnelles et vulnérabilité face aux crises. On en discute avec Maxime Doré, qui est le co-directeur général à l'organisme Union des consommateurs. Alors, bonjour Maxime. Bonjour. En bref, là, pouvez-vous nous expliquer c'est qui l'Union des consommateurs? Dans l'Union des consommateurs, on regroupe 15 associations de défense des droits des consommateurs. Souvent, les gens les connaissent dans leur région comme étant des ACEF, portent différents noms, mais généralement, la plupart sont connus comme étant les ACEF. Ils s'occupent de 2 choses principalement, donc défense des droits des consommateurs et également de l'accompagnement en matière de budget, donc de finances personnelles. Pourquoi avoir organisé le symposium des finances personnelles et vulnérabilité face aux crises? Oui, en fait, le projet est né en lien avec comment dire, ce qu'on a vécu à l'époque avec la COVID-19, donc la pandémie. Également, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé en matière de crise d'abordabilité, donc l'inflation qui a frappé les consommateurs de manière assez forte dans les dernières années. Alors, c'est ce qui nous a amené à dire, ben, ça serait bien qu'on apprenne de l'expérience, de nos expériences passées pour faire mieux dans d'éventuelles crises. Puis, en l'occurrence, bon, on ne savait pas quand on organisait le symposium à la base, mais je dirais que, évidemment, la menace des tarifs américains est arrivée, comment dire, est venue rendre plus concret, plus actuelle la réflexion qu'on souhaitait mener avec le symposium, parce qu'on, vraisemblablement, on va se retrouver avec une situation encore de crise qui va affecter les consommateurs, qui va amener potentiellement des pertes d'emploi. Donc, évidemment, les gens qui ont déjà des difficultés à arriver, ben, nécessairement, les tarifs risquent d'aggraver certaines problématiques en matière d'endettement, notamment. C'est où que les gens peuvent visionner des extraits de l'événement?
Le symposium Finances personnelles et vulnérabilité face aux crises, on a certains documents qui ont été déposés sur le site web d'Union des consommateurs, donc uniondesconsommateurs.ca. Et également, il y a certaines séquences qui sont également disponibles sur notre site web. Mais pensez-vous que le filet social serait près du point de rupture? Je pense que la question n'est pas tant de savoir est-ce que le filet social est près du point de rupture. Je pense que c'est surtout de savoir est-ce que le filet social, dans l'état où il est en ce moment, nous permet de répondre adéquatement aux besoins qui sont de plus en plus grands dans certains domaines, notamment en matière comment dire, d'hébergement, de logement et en matière d'itinérance. Alors, c'est deux exemples parmi d'autres où clairement les besoins ont explosé et là, les limites de notre filet social sont en train comment dire, d'être plus visibles. Et puis, par ailleurs, ben, on se retrouve également, et c'est ce qu'on vit en ce moment dans la situation des tarifs américains. Le filet social, c'est constamment challengé par disons, la droite et parfois aussi également par la grande entreprise qui cherche à profiter de certains contextes pour dire, ben, dans le fond, on n'a pas besoin de plus de filet social, on n'a pas besoin d'être davantage imposé, on a besoin d'être déréglementé pour être plus compétitif dans une situation de guerre commerciale ou de guerre tarifaire. Et finalement, les protections des citoyens, les protections des gens, des travailleurs, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de protéger les industries pour protéger les emplois. Alors ça, souvent, c'est le discours qu'on va avoir dans des contextes en particulier comme celui qu'on vit en ce moment avec la guerre avec les États-Unis, la guerre commerciale avec les États-Unis. Et c'est à ce moment-là que c'est important de rappeler que le filet social, c'est la base finalement pour s'assurer que les gens qui justement vont subir les impacts de la guerre commerciale ne tombent pas sans aucune ressource. Donc, on veut s'assurer que les gens puissent continuer à avoir un toit sur la tête, à manger décemment, à avoir des soins de santé, pouvoir réparer leurs dents, avoir des médicaments. Alors, ça fait partie donc, du filet social. Et oui, c'est constamment challengé et c'est important de rappeler que le filet social est là et qu'il est important et également qu'il est, comment dire, d'autant plus important lorsqu'il vient le temps de réagir à des crises. Alors, ce qu'on a vu, par exemple, au moment de la pandémie, c'est qu'on a mis en place des mesures très, très, très ponctuelles, rapides, euh, j'allais dire esquissées sur le coin d'une table, mais il reste que c'est des mesures rapides qui ont été mises en place. Alors que quand on travaille sur le long terme en matière de filet social, en matière de programmes sociaux, on est capable d'absorber des crises comme celle-là sans nécessairement tout changer, mettre en place des nouveaux programmes parce que le système est déjà là pour protéger les gens. Je vous remercie beaucoup, Maxime, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci à vous. On parle d'intelligence artificielle avec Laurent-David Beaulieu, chargé de projet chez ERAC Gaspésie. ERAC Gaspésie, récemment, a fait une cohorte d'accompagnement sur quel sujet? Sur l'intelligence artificielle. Donc, on est venu voir en entreprise c'est quoi les différentes opportunités là, qui s'offraient, dans le fond, aux entreprises de la Gaspésie pour essayer de déployer des solutions d'intelligence artificielle dans leurs opérations. Laurent David, peux-tu nous expliquer dans tes mots, mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Oui, l'intelligence artificielle, c'est dur à définir en quelques mots, là, mais c'est un nouvel outil informatique qui nous aide à valoriser les données qu'on a à l'intérieur de l'entreprise et à répondre à différents défis qu'on peut avoir, là. Donc, ça utilise différents types d'algorithmes pour répondre aux différentes questions qu'on peut se poser, là, en fait. L'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser différents algorithmes, puis ensuite, elle va évaluer une probabilité qu'un des modèles qui utilise l'algorithme nous donne la réponse la plus probable, en fait. Donc, en arrière de ça, c'est beaucoup des statistiques, c'est beaucoup de la prévision. On va essayer de tenter de comprendre qu'est-ce qui pourrait être la bonne réponse à la question qu'on se pose, là. Ça serait quoi les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle dans nos entreprises?
En fait, dans les entreprises, il y a plusieurs avantages à utiliser l'intelligence artificielle. Le plus gros, là, celui qu'on entend le plus souvent parler, les entreprises aimeraient ça, être capable de mieux prévoir leurs ventes. Fait que si on était capable de mieux prévoir les ventes, ben ensuite, tout en découle, on est capable de mieux prévoir les stocks qu'on a besoin de commander pour faire nos produits ou pour préparer nos services qu'on va rendre. Donc ça, c'est un des grands éléments qu'on a beaucoup d'espoir envers l'intelligence artificielle sur ce sujet-là, car on aimerait ça être capable de mieux prévoir les ventes à venir. Ensuite, ça peut vraiment nous aider à plein de places dans les opérations. On voit beaucoup d'applications au niveau administratif. Là, on peut simplement penser à nos courriels, par exemple. Maintenant, on a avec les différents fournisseurs là, de courriels, là, qu'on pense à Outlook ou à Google, on peut résumer nos conversations courriels rapidement. L'intelligence artificielle peut nous résumer en quelques lignes des chaînes de courriels comportant là, de multiples paragraphes. Donc, on peut gagner du temps à ce niveau-là aussi, puis être un peu plus productif là, dans notre travail. Est-ce qu'il y a des défis techniques de lier l'intelligence artificielle avec notre appareillage déjà existant en entreprise? Il peut avoir des défis techniques, oui, si on veut l'appareiller, par exemple, à des équipements ou des machines qu'on utilise pour de la production. Donc, souvent, il va falloir penser à quel type de données est-ce que ces machines-là nous donnent ou quel type de capteurs on devrait rajouter sur les machines pour être capable d'aller trouver les bonnes données pour être capable de répondre à notre besoin. Dans le fond, le défi technique, c'est de connecter tout ça ensemble puis de comprendre notre flux d'informations, nos processus, comment est-ce que l'information se transfère d'un logiciel à l'autre, puis comment on peut récolter les données liées à nos processus et utiliser des outils d'intelligence artificielle pour valoriser ces données-là. Est-ce que l'intelligence artificielle, la réglementation ou l'éthique là, est bien définie présentement? Au Québec, on a la loi 25, entre autres, qui encadre un peu l'utilisation des données, que ce soit au niveau personnel ou des entreprises. Donc, ça nous amène à être un peu plus sensibilisés à comment on stocke les données, comment on va protéger nos données. On a fait aussi une cohorte en cybersécurité, par exemple, avec l'ERAC Gaspésie. Donc, on a aidé les entreprises à obtenir des audits en cybersécurité. Donc, ils ont pu comprendre un petit peu c'était quoi les forces et faiblesses qu'ils avaient par rapport à la gestion des données. Ensuite, au niveau international, je suis pas expert de ça, mais je sais que c'est un domaine où est-ce que ça se développe très, très vite, plus rapidement que les lois qui l'encadrent se développent. En fait, nous, l'ERAC Gaspésie, on est bénéficiaire de GymExport, là, dans le fond, donc on est une sous-organisation liée à GymExport, là, qui est l'ORPEX régional en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine. Nous, l'ERAC, ce qu'on offre, c'est de l'accompagnement d'entreprise. Donc, c'est des diagnostics. On vient en entreprise, puis on commence les premières étapes avant d'implanter de l'intelligence artificielle. Donc, c'est difficile d'intégrer de l'intelligence artificielle là, comme ça, là, en se levant un matin en se disant aujourd'hui, je commence à faire ça dans mon entreprise. C'est vraiment l'idée que c'est la finalité d'un processus. Croyez-vous que l'intelligence artificielle est la clé de l'avenir? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est une autre révolution, là, donc on retournera pas en arrière, je pense. Pareil comme l'automobile s'est implanté ou comme Internet s'est implanté dans nos vies. Donc, on va apprendre à vivre avec. Mais ensuite, il va falloir réfléchir. Il y a plein d'impacts d'utilisation de ces technologies-là. Là. On pense au centre de données, la consommation d'énergie, d'eau, etc. C'est une des clés de l'avenir, mais il va falloir réfléchir à comment on l'utilise de manière responsable, je pense. La fin de semaine dernière avait lieu le tournoi de futsal des Étoiles gaspésiennes à Bonaventure. On en parle avec l'investigatrice de l'événement, Marianne Cavana, une jeune adolescente qui fait preuve d'un esprit entrepreneurial remarquable. Est-ce que tu peux te présenter à l'événement de la journée? Oui, dans le fond, on est au tournoi des Étoiles gaspésiennes en ce 5 avril. On a 6 équipes présentes aujourd'hui de toute la baie des Chaleurs. Donc, on avait une équipe de New Richmond, une équipe de Kaplan, 3 équipes de Bonaventure et une équipe de Passerivière. Dans le fond, je suis l'organisatrice du tournoi des Étoiles gaspésiennes. Je fais ça dans le cadre du défi Ose entreprendre. Donc, l'an passé, j'ai été nominée au régional avec l'événement Journée féminine pour nos battantes, le logo que je porte ici à l'écran. Puis cette année, pour refaire le défi, il fallait que je m'ajoute une implication, donc soit par un événement, par un service, peu importe, il fallait que je rajoute quelque chose. Donc j'ai décidé de rajouter l'événement des Étoiles gaspésiennes.
Le soccer, dans le fond, c'est pour moi une passion. Fait que moi, je pense que quand tu décides de créer quelque chose, soit toi ou soit à l'aide d'un comité, c'est important que cela te passionne. Fait que moi, je trouve que c'est tellement beau aujourd'hui de voir les filles progresser tout au long, de créer des nouvelles amitiés au travers, même s'il n'y a pas nécessairement ton village, parce que le but de l'événement est de briser les genres de frontières qu'il y a entre les villages, de compétition à l'aide de l'esprit sportif. C'est quoi la différence entre le futsal et le soccer extérieur? Le soccer extérieur, c'est des plus grands terrains avec un plus grand nombre de joueuses. Donc, c'est sûr que si tu restes en local, c'est beaucoup du 4+1. Mais si tu en vas ensuite en ligue de développement, tu rajoutes un nombre de joueurs. Tandis qu'au futsal, le ballon est un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd. À l'intérieur, les terrains sont plus petits. Donc, c'est vraiment un meilleur, je trouve, jeu de passe qui aide les filles. Tandis qu'à l'extérieur, les tirs, c'est moins du contrôle de balle. Puis je trouve que le travail d'équipe, l'ensemble, est beaucoup plus mieux au futsal. Le tournoi aujourd'hui, il y a environ combien de jeunes filles? Donc, on a 6 équipes d'autour de 9-10 joueuses. Donc, je dirais 60 filles, plus 8 coachs bénévoles qui se sont impliqués. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ce soit des parents, que ce soit des proches qui s'impliquent auprès de ces jeunes-là pour développer des saines habitudes de vie et un sport. Des filles de quel âge à quel âge? Donc, c'est des 2014, 2015, 2016. Donc, on est vers le milieu du primaire. Ils ont environ 8 et 9 ans pour la plupart. Puis, je trouve que c'est bien aussi de mélanger des années, pas que ça soit une année. Fait que ça crée aussi pour les filles débutantes qui affrontent des meilleures, des plus fortes, qui s'améliorent au cours de la journée. C'est qui tes arbitres? Olivier Cavana, Philippe Henry, Lucas Babin, qui sont 3 arbitres formés par le club de soccer Belle Chaleur, par exemple, l'été. Fait que je me suis appuyée sur leur formation pour leur rajouter la formation futsal que j'ai donnée parce que les règlements de futsal ne sont pas les mêmes que les soccer extérieurs. Donc, c'est vraiment intéressant de voir 3 jeunes qui s'impliquent aussi dans leur communauté. Est-ce que les gagnantes vont avoir des petites surprises? Bien, dans le fond, on ne voulait pas accentuer sur l'excellence, donc ni trophée, ni bannière, ni médaille, mais j'ai quand même tenu à leur faire des sacs sportifs avec le logo de l'événement, plus le petit lait au chocolat après leur finale. Est-ce que c'est une initiative totalement bénévole de ta part? Oui, dans le fond, c'est vraiment une implication dans ma communauté. Puis ce qui est le fun, c'est que ça m'aide ensuite pour aller chercher d'autres prix que le défi aux entreprendre. Donc, j'ai été nominée à Force Avenir en 4e secondaire. J'ai été nominée aussi pour un défi implication pour toute Gaspésie de la Madeleine. Fait que c'est beau de voir qu'un seul événement peut te remercier à plusieurs niveaux. Parle-moi donc de ta journée complémentaire. Dans le fond, la journée féminine pour nos battantes, c'était la 2e édition cette année, le 15 mars 2025. C'est vraiment une journée complémentaire au tournoi. Donc, on va apprendre aux filles, oui, les nouveaux règlements du futsal, pour qu'ils les développent ensuite quand elles vont jouer au futsal secondaire, par exemple dans le RSEQ. Fait qu'on va vraiment leur montrer les règlements et ils vont créer des nouvelles amitiés, ce qui est vraiment beau, développer l'esprit sportif, développer des saines habitudes de vie. Puis ils vont tellement, on va tellement voir, nous par exemple, les coachs, les voir s'améliorer tout au long de la journée, c'est très beau à voir. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui voudraient organiser un événement spécial? Bien, honnêtement, choisis de quoi que tu te passionnes là-dedans. Puis c'est tellement mieux à l'adolescence. C'est quand t'es parent, oui, tu peux faire nécessairement de quoi pour tes enfants. Mais je trouve qu'à l'adolescence, c'est un mélange, ça fait des belles apprentissements. Là, par exemple, j'ai jamais fait d'entrevue, puis c'est ma première. Mais peu importe qu'est-ce que tu fais, tu vas tellement te développer des nouvelles acquis qui vont te servir tout au long de ma vie. J'ai organisé des horaires, j'ai travaillé avec Carrefour Jeunesse Emploi, où est-ce que j'ai appris plein de choses intéressantes par rapport à l'entrepreneuriat, l'implication dans ta communauté. Puis honnêtement, j'espère que comme la journée des battantes qui a eu sa 2e édition cette année, le tournoi des étoiles gaspésiennes revient en force pour une année 2026. Bravo pour ton initiative, Marianne. Merci beaucoup. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 13 avril. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!